Bonjour à tous. Donc, au nom de la commission volaille de la FNAP, je suis très heureux de participer au lancement officiel, on va dire, de la version française de mTOL. Alors, comment nous est venue cette idée, nous, à la commission volaille? Déjà, premièrement, le non-pointage est un sujet qui était assez récurrent dans nos débats, soit via la commission bien-être animal de la FNAB, soit par des sollicitations d'ONG, mais aussi, on avait aussi des retours d'expérience d'éleveurs du réseau. Et aussi, on a vu l'apparition de filières en France structurées qui mettaient en avant justement le non-épointage. On s'est rendu compte dans nos débats qu'on n'avait pas de réponse, on n'avait pas de solution à apporter. Mais au moins, on était d'accord au moins sur une chose, c'est que le non-épointage, ça devait être du bien-être animal et pas l'inverse, parce que bien sûr, en tant qu'éleveur, on est toujours affolé par le piquage et le cannibalisme. Alors, comment nous y prendre? On a eu quelques pistes de réflexion. On a commencé par penser à faire nos propres expérimentations en élevage, mais il y avait un certain coût pour cela, une certaine méthodologie, et surtout ça allait demander quelques temps, voire quelques années. Et puis, on s'est dit, puisque ces filières-là existent déjà dans d'autres pays, on va regarder un petit peu comment d'autres éleveurs se débrouillent ailleurs. Et c'est comme ça qu'est née justement cette idée de traduction d'un manuel qui était déjà en place, renommé. C'est comme ça qu'on a lancé justement la traduction du mTOL. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Mme Kepler, qui est co-autrice de ce manuel. Merci David. Christiane, du coup, je vais arrêter mon partage d'écran et normalement, vous pourrez lancer le vôtre. Ja, danke. Erstmal möchte ich alle von meiner Seite. Merci beaucoup. Alors, de mon côté également, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie grandement de m'avoir invité à présenter aujourd'hui le mTOL. Je vais commencer par partager mon écran. J'espère que vous avez tous vu sur ma présentation. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez confirmer? Oui, merci beaucoup. Très bien. Alors, je commence. Vous pouvez m'interrompre, bien évidemment, si le son n'est plus correct. Je vais commencer par couper ma caméra afin d'avoir plus de débit sur ma ligne pour le son. Donc, aujourd'hui, nous nous préoccupons de la question de savoir comment éviter le piquage en élevage de poules pondeuses bio, donc sans épointage, pour des poules non épointées. Je voudrais donc commencer par définir qu'est-ce que c'est le bien-être animal, qu'est-ce qu'on entend par là, quel est par exemple le comportement naturel des animaux, et cela nous donne la base pour mieux comprendre le phénomène de piquage, puis de mieux comprendre les raisons, les causes de ce piquage. Par la suite, nous parlerons du piquage plus en détail et du cannibalisme également, ainsi que de notre guide d'élevage. Donc, la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi arrêter les pointages. Nous savons que, quelle que soit la méthode qui permet d'épointer le bec, c'est quelque chose de douloureux pour l'animal. Nous voyons ici le poussin, nous voyons une image de poulette, une image de poule pondeuse. Tout ça, ce sont des images représentant des becs épointés. En Allemagne, il n'y a plus que la méthode infrarouge qui est autorisée pour les pointages, mais quelle que soit la méthode, encore une fois, cela mène toujours à toucher des terminaisons nerveuses dans le bec, que ce soit dans le bec supérieur ou dans le bec inférieur. On voit dessiner en rouge la partie du bec qui est souvent coupée lorsqu'on pratique les pointages. Et ce sont des parties vivantes du bec. Il faut bien comprendre que la pointe du bec, cela représente le sens du toucher, comme pour nous, les bouts du doigt remplis de terminaisons nerveuses très sensibles.
Et nous partons du principe que c'est effectivement très douloureux pour les animaux et pas seulement au moment de l'épointage, mais bien après aussi. En Allemagne, nous avons commencé il y a 20 ans déjà à éviter l'épointage et même dans l'élevage conventionnel, cela fait 5 ans que nous ne pratiquons plus l'épointage. Si vous me permettez, je préciserai que moi-même, j'ai travaillé pendant 20 années à l'université de Kassel. J'ai étudié ces phénomènes. C'est en 1995 que j'ai mené les premières expériences dans des poulaillers d'expérimentation pour trouver les arguments qui permettent d'étayer le non-épointage des poules. Et c'est un problème qui s'est posé très rapidement dans le démarrage des élevages de poules bio et s'est étendu par la suite sur l'élevage conventionnel. Par la suite, j'ai étudié très intensément les causes du piquage et du cannibalisme, comment on peut l'analyser, quelles sont les causes précisément, comment on peut éviter les raisons qui mènent à ce phénomène. Et pendant ces 5 dernières années, j'ai cherché à traduire en pratique tous les résultats de mes recherches antérieures. Donc, qu'est-ce que c'est le bien-être animal? Lorsqu'on vous pose la question « Comment allez-vous aujourd'hui ?» on répond assez rapidement « Oui, ça va, c'est bien ». Mais en réfléchissant un peu, on se souvient qu'il y a quand même des nuances à retenir. Certaines choses vont bien, d'autres vont un peu moins bien. Et à partir du moment où on ne peut pas répondre de façon rapide et claire à cette question pour soi-même, il faut bien se rendre à l'évidence que pour le bien-être animal, la réponse est encore beaucoup plus compliquée. Donc, je voudrais présenter quelques définitions de ce qu'est le bien-être animal. Il y a là 3 domaines qui sont importants pour les animaux. C'est le domaine émotionnel, puis le domaine de la condition physique tout court, et en 3e lieu, le comportement naturel, tout ce qui correspond aux conditions de vie et au comportement naturel des animaux. Un autre exemple des humains, disons que je suis tombée amoureuse il y a 3 mois et je me suis cassé la jambe la semaine dernière. Et quelqu'un me pose la question, comment vas-tu? J'aurais tendance à répondre, en principe, tout va bien, mais j'ai quand même des douleurs. Donc, c'est une décision à prendre. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je ne vais pas bien? Mais tout cela dépend de la perspective à partir de laquelle on regarde la question. Lorsqu'on regarde le rapport humain-animal ou homme-animal, est-ce que l'animal est stressé? Est-ce que l'animal a peur? Est-ce que les conditions physiques sont agréables, comme par exemple la chaleur, le froid, l'hygiène, la lumière, et puis la question de la douleur, de la souffrance. En ce qui concerne la condition physique, l'important est que, par exemple, la digestion fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des infections? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce que, par exemple, pour une poule pondeuse, est-ce qu'elle s'est bien développée du point de vue du poids? Et encore une fois, dans le 3e cercle, vous voyez les questions de comportement naturel. Là, on peut voir ce qui importe dans ce domaine, comme par exemple l'apport en eau et en aliments, et toutes les conditions qui permettent que l'animal puisse vivre selon ses besoins naturels et selon son comportement naturel. Vous avez la liste de quelques exemples, et on peut dire aujourd'hui, du point de vue de la recherche, que plus il y a de réponses positives à toutes les questions qui sont affichées, mieux est le bien-être animal. Ce qui importe, c'est de rester y compris conscient du fait que
il y a des domaines, enfin des parties où les trois cercles se superposent. Si on considère par exemple la question du piquage et du cannibalisme, vous voyez côté gauche, il y a la souffrance, la douleur d'un côté qui appartient au cercle des émotions, mais par exemple, la condition physique joue un rôle également à partir du moment où il y a des blessures ou des dommages dans le plumage, par exemple, ou alors un manque d'alimentation. Nous voilà alors à considérer la question d'où vient la poule. Il est important de se rendre à l'évidence d'être conscient que les poules viennent de l'Indonésie. C'est donc un climat des forêts tropicaux. Là, une image de l'habitat naturel, de l'habitat naturel et d'origine de la poule. C'est une flore très luxuriante avec de la lumière, avec des parties d'ombre. C'est un habitat très varié avec des structures très différentes, des feuilles plus ou moins sombres, plus ou moins couvrantes. Donc tout cet habitat naturel est très varié. Et la poule, dans son habitat naturel, vit dans un cercle d'environ 150 à 600 mètres de diamètre. Il faut par ailleurs savoir que la poule est un oiseau craintif. Ce n'est pas un animal des steppes, donc il faut se le remémorer pour bien comprendre ce que représentent les conditions du parcours extérieur, par exemple. Ici, vous voyez donc une poule mère avec ses poussins. Ils sont bien évidemment bien camouflés, on ne les voit pas d'emblée sur la photo, mais c'est la nature qui a fait en sorte que les poussins soient bien camouflés. Il faut bien comprendre que les poussins et les poules doivent être habitués à la présence de l'humain pour éviter qu'ils développent une crainte ou une peur trop exagérée. Donc, il faut cette phase de les habituer à la présence de l'humain afin de prévenir les réactions de fuite trop soudaines. Retour à l'habitat naturel. Là, vous avez des petits groupes de poules qui vivent dans des harems, donc un coq avec 2 ou 5 poules. Nous avons affaire à l'hiérarchie du becquetage, ou l'hiérarchie de basse-cour. Nous savons que les domaines, enfin les zones de nidification se trouvent notamment dans les sous-bois, là où les nids sont bien cachés dans les broussailles. Il s'agit d'ailleurs de nids en général collectifs. Le temps de couvaison s'étend sur 3 semaines et pendant 10 semaines, les poussins se tiennent principalement à terre, au minimum pendant 5 semaines, avant de véritablement quitter la zone de nidification. Donc, en général, dans l'habitat naturel, les nids sont au sol, à même le sol, et pendant 7 à 8 semaines, aucun prédateur ne peut trouver les poussins lorsqu'ils se trouvent dans leur nid au sol. Comme j'ai évoqué, il existe dans ces petits groupes aussi une hiérarchie sociale parmi les animaux, donc l'hiérarchie naturelle. Il faut par ailleurs se rendre à l'évidence quel est le comportement alimentaire naturel. Elles passent 2 tiers de leur temps éveillées à gratter, à grimper, voler, explorer, chasser. Ils sont omnivores, se nourrissent notamment de graines, de baies, de fruits, d'herbes, feuilles, racines, d'escargots, même de petits reptiles et beaucoup de vers ou d'insectes aussi. Lorsque vous observez par exemple des poules sur un parcours libre, vous voyez qu'elles se précipitent avec appétit, par exemple sur les escargots ou d'autres insectes, des vers de terre accessibles. Donc, les animaux, les poules, passent énormément de temps à explorer toutes les techniques possibles pour trouver à manger, tout simplement, pour s'alimenter.
Et dans les 8 premières semaines de la vie, les insectes et les vers constituent la majeure partie de leur alimentation. Dans les élevages artificiels, les animaux, les poussins n'ont pas l'occasion de développer leur comportement naturel comme dans la nature libre. Bien évidemment, elles donnent des coups de bec à tout ce qu'elles peuvent, à tout ce qu'elles trouvent. Elles grattent, mais lorsque vous les observez bien, vous verrez qu'elles picorent avec beaucoup plus d'attention et plus de plaisir les objets brillants. Et c'est ces conditions d'élevage les amènent à s'habituer à trouver, par exemple, les zones d'abreuvage ou les mangeoires. Vous voyez sur les photos les yeux des poussins qui brillent. Vous avez la surface de l'eau dans les abreuvoirs qui brille également. Vous voyez les brins d'herbe qui sont vaguement brillants parce qu'il y a de l'eau dessus. Et vous voyez aussi certaines parties des plumes qui sont un peu brillantes. Et c'est seulement dans la phase suivante qu'elles adaptent, plutôt qu'elles adoptent, le comportement qu'elles ont appris, en plus de leur comportement naturel. Sachant maintenant qu'elles se nourrissent à plus de 50% de vers qui sont des animaux brillants, donc cela développe une attirance particulière pour tout ce qui brille. Et c'est vraiment ça qu'elles cherchent en premier lieu. Dans la situation naturelle, il existe aussi des comportements appris, et ce sont les comportements que les poussins apprennent par leur mère. C'est la poule mère qui leur montre ce qui est digeste, ce qui est mangeable, et cet apprentissage du comportement par la mère est un facteur qui n'existe pas dans l'élevage artificiel. Regardons de plus près le comportement des coups de bec. 80% des coups de bec servent à trouver de la nourriture, comme par exemple au mangeoir. Donc, c'est le comportement alimentaire qui prime. Nous avons ici déjà une modification du comportement par rapport à l'environnement naturel, car les animaux, en très peu de temps, trouvent une alimentation relativement concentrée. Mais si les poules ou les poussins ont la possibilité de s'alimenter de façon naturelle, ceci est beaucoup moins intense. Donc, en d'autres termes, 80 à 90% de l'activité de la poule consiste à trouver des graines de l'alimentation. Seul 20% concerne le fait de becqueter les congénères, de picorer leur bec, par exemple, lorsqu'il y a des graines qui sont restées sur le bec d'un congénère, ou sous forme agressive. Ce sont ici des comportements qui concernent surtout la tête, la crête, et qui se font jour surtout après la maturité reproductive. Environ 10 000 à 15 000 coups de bec sont réalisés par les animaux par jour. Et on peut dire qu'il s'agit ici d'une estimation. Tant que les animaux sont bien nourris, ce nombre diminue légèrement. Mais si un élément nutritionnel va à manquer, comme par exemple le sodium, alors le nombre de coups de bec augmente. On constate cela lorsque on regarde ce qui se passe lorsqu'on laisse les animaux à l'extérieur. À gauche, vous voyez ici donc une prairie, et à droite, je voudrais vous poser la question à savoir pendant combien de
temps est-ce que cela dure? La réponse est en général 1 à 2 semaines avant que les animaux ne trouvent plus rien du tout, comme vous le voyez en bas à gauche. Vous voyez ici que en fait, il n'y a pratiquement plus rien à manger et que les poules essayent vraiment de trouver la dernière graine. Regardons le bec. Lorsque les animaux utilisent leur bec pour trouver leur nourriture, alors vous voyez ici que le bec est très bien ciselé et bien court. Lorsque cela n'est pas le cas, le bec devient trop long. Vous voyez cela en bas à gauche. Il est donc très important que les animaux puissent utiliser leur bec de façon correcte. Le bec, donc, qui est, pour ainsi dire, automatiquement limé. Et il faut donc que les animaux aient la possibilité de pouvoir vraiment utiliser leur bec pour absorber leur nourriture. Ici, une autre photo qui nous vient de l'élevage. Vous voyez ici à gauche un bec assez long, mais grâce à l'absorption de nourriture, petit à petit, le bec s'arrondit, se raccourcit. Si cela n'est pas le cas, alors se produit ce que vous voyez ici à droite, à savoir que les becs sont fêlés, endommagés. Considérons encore une fois le picorage dans le poulailler. Vous voyez ici des matériaux de grattage, des déjections. Nous avons aussi les murs, les installations, les éleveurs. Vous savez que les poules, par exemple, aiment beaucoup les lacets de chaussures. Et si vous avez quelque chose de brillant au mur, ou alors vous voyez que les poules se précipitent dessus. Lorsque des plumes se trouvent par terre, les poules ont tendance à les picorer. Et donc, s'il y a de nombreuses poules, une grande densité de poules, la probabilité que les poules s'adonnent au piquage de plumes augmente. Je voudrais vous montrer maintenant quelques vidéos. Ici, vous voyez un bloc en matière synthétique. Les poules n'ont rien d'autre à picorer. Et vous voyez au cours de la vidéo que les poules picorent des particules, voire les absorbent, les mangent, bien que ces particules n'aient aucune valeur nutritive. Pourquoi les poules font-elles cela? Parce qu'elles n'ont pas d'autre occupation et éventuellement aussi parce qu'ils n'ont pas de fourrage grossier, ce qui est important aussi pour les animaux. Est-ce que vous pourriez me confirmer que la vidéo a été vue, que le déroulement de la vidéo a été correct? Je n'entends rien. Est-ce que c'était bien? OK. Donc, je vous montre la deuxième vidéo. Ici, vous voyez comment les animaux s'approchent de derrière et arrachent des plumes. Vous voyez ici un animal qui va d'une poule à l'autre et qui arrache des plumes par derrière. Ce comportement est caractérisé par le fait qu'il change assez rapidement de comportement. Vous voyez là, l'animal s'arrête, puis prend une plume au sol, puis se dirige vers d'autres poules pour leur arracher des plumes. De telles poules, de tels animaux peuvent causer de gros dégâts. Il vaut mieux les éloigner, mais ce n'est pas toujours facile à repérer. Cette
une modification du comportement de l'animal qui est encouragée par un certain nombre de facteurs, même si ce n'est pas toujours facile à reconnaître. Ici, cette vidéo vous montre ce qui se passe lorsque un tel piquage provoque une blessure. Ce ne sont pas des animaux individuels ici qui procèdent au piquage de plumes, ce sont plusieurs poules qui, au même moment, font du piquage de plumes. Ces animaux doivent tout de suite être éloignés car sinon les chances de survie des autres poules sont très, très réduites à moins qu'elles aient une possibilité de fuir. Si tel n'est pas le cas, en règle générale, l'animal meurt au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Il faut savoir que les animaux, de façon tout à fait naturelle, picorent les plumes. Vous voyez ici un poussin, vous voyez ici à droite, une plume a été endommagée. Cela peut se produire de façon naturelle. Mais à droite, vous voyez déjà que les dégâts sont plus grands. Ce n'est plus normal. Et le bout des plumes sont souvent gorgés de sang. Et c'est donc dans cette région que se produit le plus souvent le piquage. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez les plumes de la queue, vous voyez les follicules brillants qui ne sont pas recouverts. Et donc, les autres poules arrachent ces plumes parce que le bout des plumes n'est pas recouvert et brillant et donc le piquage se fait à cet endroit. La même chose peut se faire aussi en haut sur une autre partie du corps. Donc, vous voyez ici que ces follicules brillants sont une proie de prédilection. Ici, vous voyez les plumes, mais en dessous, vous voyez les dégâts. Donc, les plumes reconnaissent ces follicules, même recouverts de plumes. Vous voyez ici des blessures déjà très importantes et on voit aussi que tous ces follicules sont remplis de sang. Donc, les animaux ont appris qu'à cet endroit-là, ils peuvent trouver de la nourriture et c'est pour cela qu'ils tendront à persévérer dans ce comportement. Nous avons aussi une mue très importante au cours de la 8e à la 12e semaine et au cours de cette période de mue, le poulailler est couvert de plumes. Et les plumes peuvent couvrir les besoins en picorant ces plumes. Ici, on voit tout de suite que quelque chose ne va pas. À gauche, ne se trouve plus que des grandes plumes. Le reste de grandes plumes, les animaux ont massivement picoré ces plumes et si on leur donne d'autres plumes, on voit que les poules les ingèrent de façon massive. Donc, logiquement, lorsque les poules ne trouvent plus de plumes au sol, elles ont tendance à aller les chercher chez leurs congénères. Ici, vous voyez ici un bain de poussière. Vous voyez qu'il n'y a pas de plumes au sol et l'animal ici dans ce bain de sable évacue des particules mais pas des plumes. Ici, quelques minutes après, vous voyez qu'une poule
qui commencent à gratter et à picorer, ce qui est typique pour les poules. Et c'est donc un comportement qui correspond à la recherche de l'alimentation. Puis, elle tire une plume et la mange. C'est un animal qui, de façon préférentielle, essaiera d'ingérer des plumes qui se trouvent au sol, mais quand il n'y a plus de plumes dans la litière, elle se sert auprès des autres poules. Donc, habituellement, je montre des vidéos qui montrent des comportements normaux, mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Mais nous connaissons tous le comportement des poules. Lorsqu'elles trouvent quelque chose d'intéressant, elles émettent des sons. Lorsqu'elles trouvent, par exemple, un ver de terre ou une souris. Ici, une situation comparable dans un poulailler. On voit que la poule a quelque chose dans le bec, mais quand de nombreuses poules sont présentes, elles essaieront de se jeter dessus. Mais là, qu'est-ce qui se trouve exactement dans le bec de la poule? C'est un bout d'intestin. La différence entre un ver et un bout d'intestin n'est pas reconnaissable par les poules. Lorsque les poules ont pris l'habitude de picorer le cloaque des autres poules et d'en extraire un bout d'intestin, elles considèrent que ce bout d'intestin est comparable à un ver. Le film suivant montre la ponte. Donc, vous voyez la ponte de l'œuf. La poule se relève et le cloaque est de nouveau tiré à l'intérieur du corps. Mais le cloaque est visible pour les autres poules lorsque il n'y a pas suffisamment d'obscurité autour du nid. Et lorsque les autres poules voient ce cloaque, alors elles ont tendance à se précipiter et à picorer. Nous rappellerons que les poules sont attirées par tout ce qui brille. Donc, le danger est particulièrement grand si en même temps la poule perd des plumes dans la région du cloaque. Et donc, lorsque les poules ne pondent pas leurs œufs dans un nid ombragé, alors ce cloaque est extrêmement visible pour les autres poules. Le cannibalisme, vous voyez à gauche, cannibalisme qui est dû au piquage des plumes. Donc, une autre poule aura retiré une plume. Il se produit une blessure, une plaie. Cette plaie continue à être picorée par la poule à droite. On voit un cannibalisme par piquage du cloaque. Vous voyez ici la blessure de la poule. Ce que nous voyons en bas, c'est du cannibalisme d'un animal mort. Il est possible que l'animal a déjà été vidé, pour ainsi dire, par les autres poules, mais il se peut aussi que la poule soit morte avant, ce qui incite les autres poules à se précipiter sur l'animal mort pour le dévorer. Il faut donc éloigner très rapidement les poules mortes du poulailler. Vous voyez ici le piquage des pattes. Normalement, les poules sont sur un perchoir et cachent leurs pattes. Et lorsque les pattes ont été blessées, les poules ne vont plus à l'abreuvoir ou ne vont plus s'alimenter parce que ces blessures sont très douloureuses.
Dans la période de guérison, les poules qui ont été ainsi picorées se retirent du poulailler, se retournent des autres poules. Dans le cas extrême, il faut baisser la lumière pour que les autres poules ne voient pas ces blessures et ne se précipitent pas sur elles. Le piquage et le cannibalisme ne sont pas motivés par l'agressivité, n'ont rien à voir avec la hiérarchie dans le poulailler. Non, c'est ici un comportement pathologique. Et différents mécanismes expliquent ce piquage et ce cannibalisme. Nous n'avons pas qu'une seule cause de ces comportements. J'ai voulu mettre en exergue qu'il existe différentes causes, différents mécanismes qui peuvent expliquer ce comportement erroné. Donc, nous avons ici l'alimentation et la gestion du poulailler qui sont déterminants. Voilà donc la première partie de ma présentation et j'attends maintenant vos questions. Alors, en ce qui concerne la question des animaux plus faibles ou plutôt de l'hierarchie, le dominant et le dominé, il y a une petite influence de ce phénomène de domination, mais ça n'est pas le phénomène décisif. Ce n'est pas les animaux dominants qui déclenchent le phénomène de piquage ou de cannibalisme. Ce sont d'autres facteurs qui sont décisifs, comme je viens d'essayer de les montrer, c'est-à-dire c'est le comportement alimentaire qui est à l'origine de ce comportement et qui mène certains animaux à piquer ou picorer ce qui est brillant. Et ce sont parfois effectivement des animaux plus faibles qui ont plus de mal à accéder aux mangeoires et qui se rabattent en fait sur la solution autre, c'est-à-dire manger des plumes ou picorer des plumes. Mais cela reste une question de comportement, plutôt un trouble de comportement et non pas une question de domination. Ce que j'ai essayé de montrer par ailleurs, c'est que cela peut commencer dès le plus jeune âge. Dans la 2e et 3e semaine de vie, on peut déjà observer ce type de comportement en fonction des conditions de vie. Ensuite, il y a d'autres phases particulièrement cruciales, comme par exemple la mue. Lorsqu'il y a beaucoup de plumes par terre, que de nouvelles plumes poussent sur les poules en mue, et tout d'un coup, les follicules sont très visibles. Et ensuite, il y a la phase de la fin de vie de la poulette, enfin fin de la phase poulette, fin de la phase de jeunesse, et que la densité de population dans le poulailler des poulettes est trop importante, vers la 4e semaine de vie, par exemple. En fait, pour poursuivre sur cette question du déclenchement du piquage, on avait une question par rapport aux belles journées ensoleillées, où parfois on constate davantage de piquage alors que le milieu est déjà suffisamment enrichi avec de la luzerne, avec des blocs, qu'a priori il n'y a pas de stress particulier, que la nourriture et l'eau sont OK. Alors est-ce que cela peut s'expliquer par le fait que les plumes brillent davantage? Et qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir faire dans ce cas-là? Oui, tout à fait. Par exemple, nous recommandons au cours de l'élevage de vérifier, de veiller que pendant la 2e et la 3e semaine de vie, lorsqu'on voit encore les follicules, etc., lorsque les follicules ne sont pas encore couvertes de plumes, de réduire un peu la lumière, d'éviter d'exposer ces animaux de cet âge-là à trop de lumière pour éviter justement le piquage. Mais ce qu'il faut considérer également, c'est à quel moment les animaux apprennent ce comportement dévié. Parce qu'une fois qu'ils ont appris de se comporter ainsi, de manger des plumes, de piquer des plumes, elles le feront aussi plus tard à un âge plus avancé.
lorsque pendant la phase poussin-poulette, elles n'ont pas appris à piquer les plumes, elles ne le feront pas par la suite non plus. Donc, ce qui est très décisif, ce sont les premières semaines de vie et de faire en sorte que tous les besoins alimentaires soient couverts, les valeurs nutritionnelles contenues dans l'alimentation soient suffisantes, etc. Et cela évitera de déclencher ce phénomène de piquage, y compris à éviter le piquage ou le cannibalisme de cloaque. Et encore une fois, éviter que ce phénomène se répand dans les premières semaines pour qu'elles n'apprennent pas, qu'elles ne commencent même pas à apprendre ce type de comportement, parce qu'elles ne le désapprendront pas non plus par la suite. Ok. Et est-ce qu'il y a une explication sur le fait que parfois le piquage se fait au niveau des plumes et parfois au niveau des pattes? Ja, da wissen wir leider noch nicht so viel drüber, aber wie ich ja gezeigt habe, sind Malheureusement, nous n'en savons pas encore beaucoup, nous n'avons pas encore beaucoup d'explications. Le phénomène, enfin le dénominateur commun, c'est le fait que ce soit brillant. Et on observe par exemple que le piquage des pattes se produit plus souvent chez les blanches que chez les brunes, mais peut-être cela est lié au fait que les pattes des poules blanches brillent brillent davantage que les pattes des autres races. Mais finalement, le hasard joue aussi un certain rôle. Nous avons bien observé aussi du piquage de pattes chez les poules brunes. On l'observe notamment dans l'élevage de poules pondeuses, mais nous pouvons l'observer également chez les poussins et chez les poulettes. Donc, c'est plus une question sur laquelle on doit porter son attention dans la phase d'élevage des poussins et des poulettes. Donc, tant que les animaux sont très jeunes, parce qu'elles sont tout simplement attirées par tout ce qui brille. Et il faut éviter à ce qu'elles apprennent à piquer les plumes ou ce qui n'est pas alimentaire à proprement parler. Ist die Frage damit beantwortet? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, et même à une seconde question. Et est-ce qu'il faut mettre justement des éléments brillants dans le poulailler, par exemple, pour détourner les poules des autres poules? Ou au contraire, il ne faut justement pas encourager ce comportement et leur procurer plutôt du fourrage et des parcours variés? Ja und nein. Also, la réponse est oui et non. C'est vrai que tous les objets qui brillent sont d'une attirance extrême, ça c'est clair. Mais si les poules ne constatent pas une sorte de récompense, si elles ne sentent pas un effet de récompense, qu'elles n'obtiennent pas l'eau, qu'elles n'obtiennent pas de l'aliment, elles comprennent qu'elles ont été trompées en quelque sorte. Donc, ça n'est pas que l'installation d'objets brillants qui aiderait à éviter le piquage. Personnellement, dans toutes les expérimentations que j'ai faites, nous nous abstenons désormais d'utiliser des objets vraiment brillants parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Et surtout, ça n'a pas d'effet durable. D'accord. Et au niveau alimentaire, vous avez dit que le piquage pouvait être déclenché par un manque de sodium. Est-ce que d'autres éléments manquants peuvent également le déclencher? Et comment enrichir du coup en sodium, notamment? Das Problem ist, dass der Salzgehalt se pose là le problème suivant. Le taux en sel ou en sodium du fourrage est assez faible et il est très difficile de rajouter du sel dans le fourrage de façon équilibrée. Et bien évidemment, nous voudrions aussi éviter qu'elles absorbent trop de sodium d'un coup du fait que c'est mal mélangé avec le fourrage.
Et encore une fois, une répartition inégale, non homogène du sodium dans l'alimentation n'est pas souhaitable non plus, hein. Ce qui est important, c'est d'offrir du sel supplémentaire, par exemple à travers les blocs de piquage, là où elles peuvent aller chercher précisément du sel lorsqu'elles sentent le besoin. Lorsqu'on a constaté un déficit en sodium, on peut éventuellement aussi ajouter 1 à 2 de sel dans l'eau d'abreuvage pour observer si pendant les jours qui suivent, le piquage s'arrête ou diminue. Mais je dois en même temps surveiller, par exemple, les déjections pour bien m'assurer que le natrium chloride, chloride de sodium n'est pas trop prépondérant dans les déjections. Donc, il faut bien évaluer le pour et le contre, y aller parcimonieusement avec le dosage de sel. Mais effectivement, ça peut être une solution rapide à mettre en place lorsqu'on observe les premiers signes de piquage. Si vous me le permettez, j'ajouterai, imaginez, le sodium est particulièrement important pour notre métabolisme. Et un collègue m'avait dit que, non, pardon, on disait autrefois que le sel est plus important, plus précieux que l'or, parce que sans le sel, nous ne pouvons survivre. Et lorsqu'un manque de sodium prévaut, la vie est en danger. Et pour les poules, il n'y a que 3 sources de sodium, si ce n'est pas dans l'alimentation. C'est soit les déjections, soit les œufs, soit les congénères. Parce que parfois, vous pouvez observer aussi des poules qui mangent leurs propres déjections pour avoir la teneur en sel. Et ensuite, c'est difficile d'arrêter ce phénomène. J'ai observé par ailleurs dans un poulailler de 350 animaux où on avait vu le phénomène du cannibalisme de cloaque se répandre. Et nous avons constaté chez plus de la moitié des animaux des blessures de cloaque. Et nous avons donné du sel tout de suite. Nous avons rajouté du sel dans l'alimentation et dans quelques jours, le phénomène de cannibalisme du cloaque s'est arrêté. Okay. Juste une dernière question peut-être avant de poursuivre la présentation et puis on pourra revenir sur les questions auxquelles on n'a pas pu répondre à la fin. C'était pour poursuivre sur le déclenchement du piquage. Est-ce que le fait d'attaque d'autour des palombes peut influencer et accentuer le piquage des poules ? L'autour des palombes, c'est un rapace. Hein. Je ne sais pas pour Madame Schmidt si la traduction est facile. Super. Da bin ich mir nicht sicher, ob das Federküken Je ne suis pas sûre que cela puisse déclencher le piquage. Mais si les poules ont l'impression d'être attaquées et si les poules mortes ou blessées se trouvent dans l'élevage et si les autres poules commencent à picorer ces animaux morts et constatent qu'il s'agit là d'une source de protéines, alors il se pourrait que des plumes qui déjà tendent au cannibalisme soient entraînées à continuer cela. Donc, nous connaissons des cas où un rapace s'attaque ou vole vers la poule et
les poules doivent apprendre comment réagir. En tout état de cause, si une poule morte devait se trouver dans l'élevage, ceci peut inciter les autres à piquer, à procéder au piquage, mais je ne pense pas que l'attaque ou la présence d'un rapace puisse vraiment expliquer le phénomène de cannibalisme. Ce n'est pas juste un stress qui va forcément provoquer du piquage. Ce n'est pas seulement ça. Meiner Meinung nach können Stresssituationen, à mon avis, les situations de stress peuvent évidemment conduire au fait que les poules soient plus nerveuses ou aient plus tendance au piquage. Et s'il y a un mauvais climat dans le poulailler ou une autre forme de stress, cela peut évidemment conforter ces attitudes de piquage. Ça peut contribuer à cela, mais pour moi, ce sont des facteurs secondaires et pas primaires. Parfait, merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre votre présentation. Merci. Ja, gerne. Très volontiers. So, wie ich schon angekündigt habe, werden wir jetzt Nous allons maintenant parler des mesures à adopter contre le piquage et le cannibalisme. Quels sont les facteurs de risque pour le piquage et le cannibalisme? Nous l'avons déjà évoqué. C'est un problème multifactoriel. Es kann auch ein Faktor sein, wie am Beispiel des Natriums, aber es könnte natürlich, un facteur tout seul peut aussi déclencher cette situation, par exemple le manque de sodium. Mais très souvent, ce sont différents facteurs de risque. Il y a des différences entre les origines des poules, il y a des différences entre les poules blanches et les poules brunes. Nous avons vu aussi qu'au cours des différentes phases de l'élevage se produisent des facteurs de risque. L'alimentation joue un rôle important et nous avons vu aussi que le piquage peut être déclenché par un manque de sodium. Lors de l'élevage, il est très important qu'on prenne conscience du fait que la densité de peuplement joue un rôle très important, notamment au cours des phases sensibles. Un autre point important, quand est-ce que les poulettes sont introduites dans l'élevage? Est-ce que les conditions d'élevage sont telles que les animaux peuvent très rapidement s'adapter, ne perdent pas de poids? Quelle est la luminosité dans le poulailler? Donc, il faudrait garder à l'œil tous ces facteurs de risque. Très important, comme je viens de le dire, c'est l'éclairage. L'éclairage doit être orienté de façon à ce que des poules ayant un poids adéquat puissent entrer dans la phase de ponte. Comme je l'ai déjà dit, l'alimentation est très importante. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de déficit nutritionnel et lors d'un transfert d'un poulailler à l'autre, même si le poulailler est très propre, il peut y avoir un risque d'infection. Donc, très important, c'est l'élevage
Et la ponte, je dois faire l'objet d'une surveillance toute particulière. Ici, quelques exemples. Les matériaux manipulables dès les premières semaines de l'élevage. Par exemple, dans la volière, nous avons ici un fourrage de la luzerne et je peux aussi introduire ce fourrage dans la volière. Et à l'intérieur de la volière, nous avons aussi ici des récipients avec du sable, avec des briquettes et aussi avec des grittes que les animaux peuvent absorber. Donc, la paille, la luzerne et les pierres à picorer sont des éléments très importants de l'alimentation des poussins et des poulettes. Vous voyez ici à gauche, ici une bassine avec du sable et la pierre à picorer. Nous avons aussi deux ouvertures ici afin que les animaux ne s'étouffent pas. Vous voyez les poussins en bas dans la bassine. Le bain de poussière a lieu dès de la première semaine de vie. C'est très important d'avoir le matériau correspondant pour la digestion, car les animaux cherchent évidemment aussi du sable et d'autres matériaux, notamment les gastrolytes qui favorisent la digestion. Et ici, vous voyez les animaux à partir de la 15e semaine. Vous voyez que les poulettes ici peuvent déjà sortir. Et il faut occuper les animaux. Ici, en bas, vous voyez une pierre à picorer, un bloc à picorer qui contient entre autres du sodium afin que les animaux puissent ici s'alimenter de façon correcte. Et à droite, vous voyez ici la luzerne qui a été traitée de façon thermique. Il faut savoir aussi que les poules de ponte doivent pouvoir un accès facile à l'eau, à la nourriture, mais aussi avoir la possibilité de fuir les congénères, entre autres en se mettant sur des perchoirs surélevés. Et cette coordination du vol entre la 2e et la 8e semaine de vie est très importante. Il est donc très important que les animaux aient cette possibilité de se retirer, de fuir, car ainsi les animaux peuvent se protéger, peuvent éviter les congénères. Ici, quelques exemples d'élevage. Vous voyez ici à gauche un élevage à 2 niveaux, à droite une volière. On a élevé les animaux dans la volière, en bas également une volière dans laquelle on a introduit le fourrage à un niveau supérieur et les animaux ensuite ont pu venir s'alimenter là. Et à gauche, nous voyons une volière ou un élevage à différents niveaux. Les poussins sont introduits au sol, au premier niveau, où les poussins trouvent leur nourriture et l'eau. Et puis petit à petit, on remonte le niveau où se trouve l'eau pour que les animaux s'habituent petit à petit à ces différents niveaux. Ceci est un poulailler qui correspond réellement au comportement des animaux. Les animaux ici ont beaucoup d'occupations,
peuvent chercher leur alimentation, leur nourriture, faire des bains de poussière. Mais il ne faut pas oublier que l'occupation essentielle des animaux est de trouver de la nourriture. Question importante, il faut en même temps occuper les animaux et en même temps leur permettre de s'alimenter de façon correcte. Quels sont les animaux auxquels nous avons affaire? Nous avons ici des hybrides à haute performance qui pondent plus de 300 œufs par an. C'est une valeur moyenne. Il y a aussi des poules qui pondent plus de 330 œufs par an. Mais cela signifie qu'une poule, une fois qu'elle a pondu le premier œuf, peut en pondre 150 à 250 d'affilée. Et ceci, évidemment, peut induire aussi une inflammation du cloaque. Nous avons le ratio suivant, 120 grammes d'aliments sont transformés en 60 grammes œufs. Cela signifie qu'en 365 jours, l'animal pond 20 kilos d'œufs et donc 20 fois plus que son poids. L'objectif étant qu'au cours de 100 jours, les poules peuvent pondre jusqu'à 500 œufs. Cela signifie que les animaux, en 561 jours, pondent l'équivalent de 30 kilos d'œufs, donc 5 fois plus que leur propre poids. Question qui se pose donc, quelle est la part ou le ratio alimentaire qui reste pour l'animal lui-même? Et chez les hybrides à haute performance, il faut se poser en permanence la question à savoir quelle est la part de la nourriture qui reste pour la poule lorsqu'on veut éviter que la poule ne cherche d'autres sources d'alimentation. Donc ici, nous avons l'aliment, les œufs, les déjections, et il y a des facteurs qui doivent faire l'objet d'un contrôle permanent. D'abord, la composition de l'alimentation, la qualité doit être optimale. Il ne doit pas y avoir de séparation des différents éléments nutritifs. L'alimentation doit être structurée de telle façon à ce que les animaux ne procèdent pas de sélection afin que les matières minérales soient réellement absorbées par l'animal et la quantité ingérée doit être la bonne. Si l'animal doit absorber 130 grammes, et si l'animal n'absorbe que 120 grammes, cela induit forcément un déficit alimentaire. Ensuite, les caractéristiques des déjections. Si les animaux ont un problème, ont par exemple une infection de l'appareil digestif, alors les animaux ne peuvent pas métaboliser réellement les aliments qu'ils absorbent. Et le poids de l'œuf doit être en corrélation directe avec la quantité de nourriture ingérée. La qualité de l'eau et des sels minéraux est déterminante pour l'ingestion d'aliments.
Donc, si les poules ne boivent pas suffisamment d'eau, parce que la qualité de l'eau n'est pas suffisamment bonne, alors les animaux ne boivent pas suffisamment. Et donc, la qualité de l'eau et des sels minéraux est déterminante pour les animaux. Voilà quelques exemples des déjections. Vous voyez les déjections normales et en dessous, 3 exemples de déjections problématiques, que ce soit de la diarrhée au milieu ou à gauche, par exemple, on voit que les graines, l'aliment n'a pas été véritablement digéré, mais ressort tel quel. Tout à fait à droite, c'est un cas typique de coccidose. Là, sur cette image en haut à gauche, vous voyez le gésier d'un jeune animal qui a été ouvert et nous voyons qu'on y a trouvé des gastrolites, donc du grit. Et l'important, c'est que ces gastrolites ne soient pas solubles à l'acide, donc acidophobes d'une certaine façon, pour pouvoir effectuer pour pouvoir assumer leur fonction de digestion. Et effectivement, les animaux doivent aussi apprendre à manger les gastrolites. Lorsqu'elles n'ont pas appris à en ingérer, leur système digestif ne se développe pas comme il le faudrait. Donc, c'est toujours très difficile de leur apprendre, de les éduquer à consommer également des gastrolites avec leur nourriture. Donc, il faut commencer dès le plus jeune âge, y compris pour les poussins et les poulettes, d'ajouter des gastrolites dans la nourriture pour que leur gésier se développe et leur fonction digestive se développe normalement. Là, vous voyez la courbe de croissance. À titre d'exemple, le schéma provient de l'Human Brown Classic pour cette race, donc, et vous voyez la courbe de croissance. Pour la 17e, 18e semaine, il y a eu un changement de bâtiment, donc un transfert de la poulette vers le poulailler de ponte. Et à partir de la 20e semaine, les animaux commencent à pondre des œufs. Et nous voyons que à la fois le moment du transfert et à la fois le moment du début de ponte représentent des périodes pendant lesquelles les poules doivent encore grandir, doivent croître. C'est donc toujours une phase de croissance. Donc, si, par exemple, elles sont stressées parce qu'elles ont du mal à s'habituer au nouveau poulailler, cela peut influer sur leur croissance, cela peut ralentir la prise de poids. Et lorsque elles doivent elles-mêmes encore grandir et déjà pondre un œuf, on se rend bien compte que la croissance doit continuer. Donc, la substance, ou plutôt la condition physique de la poule elle-même qui est en train de devenir pondeuse est particulièrement décisive. On voit là le pic de ponte indiqué en vert. Et même à partir de la pique de ponte, on voit que les animaux doivent encore ingérer plus que leur consommation, doivent consommer le maximum d'aliments pour pouvoir continuer à grandir et atteindre, on va dire, la maturité physique. Donc, il est très important de surveiller l'évolution du poids pendant 6 semaines, à la fois pendant le transfert, à la fois pendant le début de ponte, et surtout éviter tout déficit alimentaire ou nutritionnel. Et ce sont là les moments très dangereux pour le développement du piquage ou du cannibalisme. Il est donc particulièrement important de procéder régulièrement à la pesée des animaux jusqu'au moment de la pique de ponte. Et ça n'est qu'à travers les poids régulièrement mesurés, régulièrement pesés, que l'on peut se rendre compte de l'évolution de leur croissance. Vous voyez sur ce graphe la courbe de croissance indiquée, enfin superposée avec la courbe de pesage. Vous voyez ici une espèce de
une espèce de courbe, une espèce de boule, ce qui correspond à la phase de transfert d'un poulailler à l'autre, c'est-à-dire l'installation dans le poulailler de ponte. Tant que les petits points qui représentent le poids sont dans la partie verte, tout va bien. Mais la croissance ralentit à cause d'une moindre ingestion d'alimentaire au moment du transfert et on n'arrive qu'à 95% du poids nominal ou du poids de référence indiqué par le sélectionneur. Donc, c'est vraiment dans la période de transfert d'un poulailler à l'autre qu'il faut particulièrement surveiller. Et lorsque les animaux n'ont pas fait l'expérience, par exemple, du parcours extérieur ou un bon comportement alimentaire, cela peut se révéler très néfaste. Il faut alors garder à proximité les valeurs de référence indiquées par le sélectionneur pour la race en question. Pour que les poules soient capables de pondre des œufs et entrer en ponte, il faut qu'elles aient un certain poids. Le poids est indiqué sur les documents, normalement, la documentation du sélectionneur, et cette référence, ce poids de référence peut varier de plus ou de moins 10%. Et il faut surtout veiller à ce que plus de 80% d'un troupeau atteignent ce taux d'uniformité, c'est-à-dire il n'y a dans le troupeau pas d'animaux qui pèsent moins de 10% ou plus de 10% du poids de référence. Donc, tous ceux qui pèseraient à ce moment-là moins de 10% par rapport aux valeurs de référence, ça, ce serait nos candidats à problème. Mais en même temps, il faut surveiller les valeurs moyennes. Et est-ce que la valeur moyenne correspond vraiment à la valeur de référence, au poids de référence? Donc, lorsqu'on regarde combien j'ai dans mon troupeau de poules qui sont en dessous des 10% de la valeur de référence, sachant que la moyenne de toutes les poules, donc divisée par la valeur moyenne de pesée divisée par le nombre de poules dans un troupeau, si celui-ci est déjà inférieur à la valeur de référence, c'est un véritable problème et impose des mesures pour améliorer l'alimentation. Frau Kepler, die Zeit läuft. Können Sie das noch in 10 Madame Kepler, le temps passe vite. Est-ce que vous arrivez à aller jusqu'au bout dans le temps imparti? Oui, malheureusement, j'ai dépassé. Je suis désolée. Alors, ce qui est important, la qualité de la litière. Il faut bien comprendre, la litière, c'est le matériau d'occupation principal des poules. Nous avons bien compris que 2/3 de la journée, la poule les passe à gratter, picorer, etc. La litière doit être sèche, légère, doit avoir une bonne structure avec une épaisseur de maximum 5 cm. Lorsque l'on trouve des plumes dans la litière, c'est a priori un bon signe parce que à la fois il y a la mue, à la fois les poules perdent des plumes lorsqu'elles entrent en ponte, sauf que ces plumes ne doivent pas être mangées. Par ailleurs, il faut veiller à avoir suffisamment de fourrage grossier et de gastrolite et de sable dans la litière. Ce à quoi cette litière ne doit pas rassembler, ce sont des litières humides ou avec des plaques ou des mottes. Encore une fois, ici, dans les zones fonctionnelles, ce qui importe, c'est le fourrage grossier, les pierres à picorer et le fait que ce soit suffisamment sec. On peut, par exemple, proposer des filets ou des corbeilles à aliments ou des briquettes de luzerne. Cela à la fois les occupe et à la fois les nourrit. On a d'autres compositions de briques à picorer, en même temps alimentaires. Très important sont aussi les bains de poussière. Pour les bains de poussière, il faut prévoir, par exemple, des poudres minérales, puisque les poudres minérales agissent en même temps contre les acariens. On peut parfois mélanger la poudre minérale avec du sable, ça dépend des animaux, ça dépend des troupeaux.
Mais encore une fois, le bain de poussière est aussi une occupation très importante. Voilà, j'arrive vers la fin. Pourquoi avons-nous alors établi ces principes de notre guide d'élevage mTool? Il faut remémorer tout ce que nous pouvons observer sur l'animal, que ce soit l'aliment qu'elle ingère, les œufs qu'il ponde. Il faut toujours avoir en tête que les conditions d'élevage y contribuent. Donc, tout ce qui est observable, il faut observer avec attention. Bien évidemment, c'est très difficile de voir, lorsqu'on constate un dysfonctionnement, de savoir d'où il vient, ce dysfonctionnement. C'est pour cette raison qu'il faut observer, monitorer de façon très régulière différents points, comme par exemple l'état corporel, comportement, les déjections, la qualité des œufs, le nombre de pertes ou le taux de mortalité, le développement de la croissance, du poids. Tous ces points doivent être très régulièrement observés. Et pour cela, il faut passer du temps avec les animaux. Donc, il faut s'installer dans le poulailler très tranquillement pour les observer afin de pouvoir se rendre compte des dysfonctionnements. Et il faut bien comprendre que comme la poule grandit vite, il faut aussi réagir très vite lorsqu'il y a un dysfonctionnement de constater. Et cela signifie qu'il faut reconnaître, déceler très très vite des indicateurs de stress, de la nervosité, des infections, le piquage ou le cannibalisme. Les premiers signes sont décisifs parce que c'est avec la reconnaissance des premiers signes à temps que l'on a encore la possibilité d'agir et de prendre les mesures nécessaires, éventuellement mettre en place un plan d'urgence ou une analyse de risque pour améliorer les conditions d'élevage. Et encore une fois, pour pouvoir le faire, le plus important, c'est que l'éleveur lui-même et tous les personnels qui s'occupent des animaux dans le poulailler soient formés en conséquence, que chacun sache ce qu'il a à faire en constatant tel ou tel problème. Bien évidemment, chacun part en vacances, mais il faut aussi que le remplaçant soit suffisamment bien formé pour déceler les problèmes au moment où ils se posent et pouvoir réagir assez vite. Et le guide d'élevage mTool qui vient d'être traduit en français est un guide, un manuel qui vous donne quelques indices comment à la fois identifier les problèmes, à la fois y réagir, comment on peut s'organiser pour bien observer l'état de l'animal, comment on peut consciencieusement, rigoureusement explorer les causes des difficultés, quelles mesures sont à prendre dans quel cas. Et le groupe cible à qui s'adresse ce mTool, donc ce guide de gestion d'élevage, sont en fait toutes les personnes qui travaillent dans le poulailler. Le guide est réparti en 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'introduction, donne des conseils d'utilisation, donne quelques indications sur l'anatomie de la poule, le développement, la croissance à la fois de l'animal et de son plumage. Dans le chapitre 2, il s'agit de préciser tous les facteurs qui sont l'objet d'observation, qui doivent être monitorés régulièrement, comment on peut évaluer l'état de l'animal, l'état des déjections, etc. Chapitre 3, c'est consacré à l'exploration des causes. Donc, il faut connaître le comportement naturel de la poule, quel serait un comportement déviant ou trouble de comportement, quelles sont les conditions d'élevage, gestion d'élevage, la santé et tout le côté vétérinaire. 4e chapitre se développe un certain nombre de mesures, c'est-à-dire combien de fois je contrôle, combien de fois j'observe, qu'est-ce que je note pour savoir dans quel état est mon troupeau et mes animaux, quelle est l'alimentation, quelles mesures d'hygiène sont nécessaires. Et dans le chapitre 5, vous avez donc l'annexe avec des bibliographies de référence et autres. Ça, c'est une page d'exemple extrait du mTool qui vous donne ce qu'on a appelé l'atlas anatomique. Ensuite, chapitre 2, vous avez des indications de
qu'est-ce que je dois observer, qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce qui me donne un indice sur l'état de mon animal ou de mon troupeau, comment je peux exactement regarder. Donc, vous avez des photos pour comparer bon état, mauvais état. Par exemple, ici, les plumes sur le dos, qu'est-ce que je dois observer, comment je peux reconnaître les bons indices du bon état ou du mauvais état de l'animal. Là, encore l'exemple, qu'est-ce que je peux constater comme dégradation ou blessure sur l'oviduc ou sur le cloaque. Cela concerne des poulettes. Et ensuite, il y a des renvois vers d'autres chapitres qui vous indiquent, voilà, cela peut conduire par exemple au piquage, au cannibalisme, quelles seraient les mesures à prendre, à quel moment, et toutes les explications sur justement les mesures à prendre. Pour clore, j'attire à nouveau votre attention sur le fait que le M-Tool peut être accompagné de fiches d'évaluation qui, pour l'instant, ne sont pas encore traduites en français. Et les fiches d'évaluation vous permettent notamment d'évaluer différents aspects physiques, par exemple, avec des scores, par exemple, note 0, score 0, 1 ou 2, pour donner une graduation des dommages, des plumes ou de l'état d'avancement du cannibalisme de cloaque. Et tout à la fin, vous avez encore tous les liens vers les sites Internet en allemand qui vous permettent de télécharger, que ce soit les fiches d'évaluation ou quelques autres documentations qui vous permettent de continuer votre travail. Je résume. J'espère que j'ai le temps de le faire. Encore une fois, nous sommes toujours en train de conduire un exercice d'équilibriste lorsqu'il s'agit d'élevage de poules pondeuses, parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'alimentation et les œufs produits. Et il faut bien surveiller, par exemple, l'alimentation en eau, en graines, etc., etc. Et bien évidemment, personne n'est parfait, des erreurs humaines peuvent surgir. Et lorsqu'on voit que la ponte se réduit ou qu'on décèle du piquage ou du cannibalisme, il faut s'alerter. Et ce sont en effet très souvent des erreurs de gestion. Tout d'abord, j'essaye de créer plus de place, moins de densité des animaux. Les aliments doivent être de qualité et les poules doivent avoir ici une occupation. Les poules devraient être actives et les différents comportements ou les différentes activités devraient pouvoir être exercées dans les différentes parties du poulailler. Ainsi, j'obtiens une certaine tolérance aux erreurs. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir de bonnes poulettes à la base, qui ont une bonne substance, un bon poids. En même temps, il faut procéder à des contrôles réguliers, efficaces, réagir rapidement pour établir l'équilibre. En conclusion, nous avons un troupeau, nous avons beaucoup d'animaux, mais il faut considérer de façon particulièrement avec acuité les animaux, les poulettes qui pourraient poser problème et qui pourraient peser sur la rentabilité de votre élevage. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci, merci. Alors, il y a eu effectivement pas mal de questions.
Alors, si on reprend par rapport... Alors déjà, il y avait quand même une question sur le comportement de piquage, pour revenir rapidement là-dessus. Quelqu'un qui disait n'avoir pas bien compris comment distinguer un début de piquage. Donc, ce qu'on appelle piquage, c'est vraiment le comportement qui est anormal, un début de cannibalisme, en tout cas de risque de cannibalisme, et les petites maltraitances des poules dominées qui sont observées quotidiennement dans les élevages, sur tous les lots. Also normales dominierendes Verhalten. Oui, donc un comportement de piquage dû à une attitude de domination et en général orienté vers la tête, vers la région de la tête. Mais lorsqu'il s'agit des animaux tout à fait au bas de la hiérarchie que nous appelons oméga, ce sont des animaux qui ont tendance à fuir, se voient particulièrement persécutés par les autres poules. Nous avons très souvent sur un élevage d'un millier d'animaux, il y a 2 ou 3 poules qui se trouvent au bas de l'échelle hiérarchique que nous appelons des poules oméga. Donc, il y a effectivement ce type de comportement des animaux dominants, mais à ce moment-là, ces animaux piquent plutôt la région de la tête. Donc, alors que le piquage de plumes s'oriente plutôt vers le bas du corps de l'animal, vers la queue, vers le cloaque. Mais il existe une exception, un animal sur 1000. Ce sont des animaux qui sont vraiment tout au bas de la hiérarchie, qui ont tendance à fuir. Et ces animaux sont souvent la proie de leurs congénères. D'autres questions sur l'alimentation. Alors, nous avons compris dans la présentation que l'alimentation doit être homogène dans sa structure. Est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas donner des aliments en poudre et d'autres rester sous forme de grains? Donc, il faut vraiment que cet aliment soit totalement homogène. Et puis également, quelqu'un se demande si les aliments complets qui sont vendus, du coup, et qui prétendent contenir tout ce qu'il faut, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que finalement, il manque des choses dans ces aliments complets? Tout d'abord, en ce qui concerne les aliments achetés, ils doivent être de bonne qualité. Mais si on procède au contrôle et à des analyses, on constate souvent qu'il y a ici de très grandes fluctuations parfois pour ce qui est de la composition des aliments. Lorsque les particules fines sont mélangées à des fourrages assez grossiers, alors il est très difficile vraiment de bien mélanger l'alimentation. Et c'est pour cela qu'il est très important de vérifier une fois par jour que les éléments minéraux, le sodium, etc., soient vraiment en présence dans l'alimentation afin d'éviter le cannibalisme. Donc, il est très important qu'une fois par jour, on vérifie que tous ces aliments, ces particules nutritives soient vraiment présentes dans l'alimentation. Et concernant la litière, quelle serait la meilleure litière? Est-ce que c'est plutôt de la paille, de la sure ou les deux en mélange? Est-ce que les cendres également peuvent remplacer le bain de poussière? Also, Stroh guter Qualität. La paille de bonne qualité, c'est vraiment la meilleure litière. Mais il faut éviter qu'il y ait présence de moisissures dans cette paille. Si cela n'est pas garanti, il faut utiliser d'autres litières qui n'ont pas de moisissures. Moisissures, par exemple, la lucerne. Des pellets de paille sont très bons, mais il faut aussi ajouter d'autres éléments dans cette litière. Et la deuxième partie de votre question, je l'ai oubliée, dit Madame Kepler.
Je crois, c'est Astrid qui parle, que vous aviez demandé si on peut aussi utiliser de la cendre et de la sciure. C'est bien ça? De la cendre pour le bain de poussière, par exemple. Genau. Genau, das mit der Oui, tout à fait. Théoriquement, oui, mais la cendre est très agressive et de façon générale, je le déconseillerais car cette cendre peut contenir des dioxines, et ce qui conduira à avoir aussi présence de dioxines dans les œufs. Donc, il vaut mieux utiliser des poussières de pierre, du sable, ça c'est optimal. D'accord, merci. On se demandait également si les changements de température et les courants d'air liés au jardin d'hiver pourraient avoir des mauvais effets sur les poules. Also grundsätzlich, de façon générale, on devrait éviter les courants d'air. Mais le plus important, ce n'est pas le changement de température. Ce qui est le plus important, c'est le climat dans le poulailler soit bon, qu'il n'y ait pas présence d'ammoniac et que la litière soit sèche et que l'ambiance ne soit pas trop poussiéreuse. Cela n'est pas facile, mais donc ce qu'il faut, c'est éviter l'ammoniac, une bonne litière, éviter l'eau de condensation dans le poulailler. Ça, c'est les meilleures conditions. Il faut éviter surtout les courants d'air là où les poules se reposent, par exemple sur les perchoirs. Oui, il y avait aussi une question justement par rapport à la sortie des poules à l'extérieur, donc sur les parcours. Actuellement, elles sont pour la plupart enfermées pour cause de grippe aviaire. Comment remplacer finalement cette sortie en plein air qui leur est si utile? Pour des raisons de temps, je n'ai pas parlé de la présence des poules à l'extérieur. Mais même les poules de plein air restent un certain temps dans le poulailler au cours de la journée et j'ai mis l'accent sur cet état. Donc, il faut veiller dans le poulailler à ce que les poules puissent avoir d'une part suffisamment d'activité et une alimentation très diversifiée qui leur permet vraiment de s'occuper, qui permet de compenser le manque de mouvement à l'extérieur. Il faut occuper les poules le plus de temps possible. Ok. Et est-ce que le recours à l'homéopathie ou à l'aromathérapie peut également permettre de diminuer le piquage? Also, egal was wir hier einsetzen, also quelles que soient les mesures préconisées, ça ne peut être qu'une mesure d'accompagnement. Il faut vraiment éliminer la cause. Mais si j'ai des jeunes animaux qui ont déjà des problèmes, alors tout ce que je peux faire, c'est essayer de limiter les dégâts. Mais il faut vraiment utiliser tout ce qui est possible, par exemple pour stabiliser l'activité de l'intestin, pour améliorer l'alimentation, etc. Donc, de façon générale, si j'ai des animaux qui ont un bon poids, alors je peux parfaitement bien gérer ces animaux. Mais si je reçois des animaux qui ont déjà un certain nombre de problèmes, alors il faut faire tout ce qui est possible pour prévenir le pire. Et on peut pour ce faire aussi utiliser l'aromathérapie, on peut mettre de l'origan dans l'alimentation pour améliorer la stabilité de l'activité intestinale. Il faut avoir recours aux expériences pratiques qui existent, mais encore une fois, ce qui est essentiel, c'est que les animaux soient vraiment le plus sains possible au moment où on procède à l'élevage.
Alors justement, on a encore beaucoup de questions, donc il faudra essayer d'y répondre assez rapidement. On a pas mal d'éleveurs et d'éleveuses qui achètent leurs poules pondeuses à un jour. Donc elles n'ont pas ce changement de bâtiment qui peut être source de stress et faire perdre en croissance. Est-ce que c'est mieux du coup pour la courbe de poids ou est-ce qu'il y a également d'autres choses à surveiller dans ce cas-là? Lorsque les poussins et les poulettes sont élevés dans le propre poulailler, alors évidemment, on peut mieux gérer la situation. Nous n'avons pas de transfert, mais il faut avoir le savoir-faire. Il faut veiller à ce que les poules aient suffisamment de place, soient vaccinées de façon correcte. Donc, il faut déjà avoir un certain savoir-faire. Si on élève les poules, les animaux dès le premier jour, alors évidemment, ça présente un avantage, mais il faut avoir les connaissances qu'il faut pour. On avait plusieurs questions sur le sel dans l'eau. Tout d'abord, il n'était demandé si l'augmentation du sel dans l'alimentation n'était pas davantage une solution d'occupation supplémentaire pour les occuper davantage aux pipettes, puisque l'augmentation de la soif avec le sel va les attirer vers les pipettes, qu'une réelle correction des besoins nutritionnels. Donc déjà une question sur le fond, est-ce que c'est vraiment une correction nutritionnelle ou pas plutôt une solution pour les occuper davantage aux pipettes? Et ensuite d'autres questions, mais je vais peut-être vous les poser après. Also eigentlich muss ja der Salz- und Wasserhaushalt en fait, l'équilibre entre sel et eau doit être assuré. S'il y a beaucoup de sel dans l'eau, l'animal n'a plus le choix et le risque est grand de voir le degré d'humidité des déjections augmenter car la part du sodium est trop élevée. Donc, il vaudrait mieux donner aux animaux la possibilité d'absorber par eux-mêmes le sel que de mettre trop de sel dans l'eau. Et nous avons aussi affaire à des individus très différents. Chaque individu a ses propres besoins et ce besoin n'est pas forcément le même chez tous les animaux. Est-ce que vous pourriez tout de même rappeler la concentration de sel dans l'eau dont vous parliez et pendant combien de jours ça doit être donné au maximum? Also wir sagen so 1 bis 2%. 1 à 2% pendant 2-3 jours. C'est un ordre de grandeur. Je n'irai pas au-delà. Et il faut voir si c'est vraiment la cause. Et peut-être qu'au bout de 2-3 jours, on aura déjà déterminé si c'est vraiment la cause et on constatera aussi une certaine accalmie dans le troupeau. On peut aussi leur proposer des récipients avec une concentration en sel plus importante et on constatera si les poules iront plutôt vers ces récipients-là ou vers les récipients où il y a moins de sel dans l'eau. Et encore une phrase concernant d'autres possibilités pour améliorer la digestion des animaux. On peut aussi utiliser des acides, par exemple l'acide lactique dans l'alimentation. On peut soit mélanger cela à l'alimentation ou bien le proposer de façon séparée. Alors, on constatera alors quel est vraiment le besoin des animaux, notamment en acide lactique. Peut-être encore une question rapide sur la présence d'un coq dans les poulaillers. Est-ce que ça peut être source de stress pour les poules et inciter le piquage? Also, das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Also Si
certainement variable. Il y a évidemment le comportement naturel des poules de, par exemple, piquer les cols du coq, et c'est un geste plutôt affectueux. Mais à partir du moment où les poules tirent des plumes sur l'arrière ou sur le côté, parce qu'elles y voient, par exemple, quelque chose de brillant, c'est différent. Et dans ce genre de situation, les coqs sont en effet plus concernés, donc plus victimes de piquage que les poules, et ce, davantage encore lorsqu'il s'agit de troupeaux de race brune. Mais pour le reste, il y a aussi ce comportement très social de la poule qui va vers le coq en nettoyant son plumage ou en piquant les plumes du col. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense qu'on va en rester là. Il y avait encore 2-3 petites questions. C'est frustrant, mais voilà, il faut qu'on clôture. Notamment des questions sur les gastrolites, sur le type de sable à utiliser. Je pense que vous trouverez aussi beaucoup de ces réponses, enfin beaucoup des réponses à ces questions dans le manuel mTool, justement, qui est très complet. Donc, Fiona vous a envoyé le lien, effectivement, où vous pouvez le trouver. Nous l'avons donc fait publier l'an dernier, comme je vous le disais, enfin en décembre. Hein, c'est vraiment tout récent. Je vous le remets dans le... Ah, j'ai mis juste... Voilà, je vous le remets à tout le monde dans le chat. Donc, nous l'avons fait publier en version française, donc tout récemment. C'est tout nouveau et nous le mettons à disposition sur le site Produire Bio. C'est un travail qui a été assez long et qui a pu aboutir grâce à nos partenaires également, donc Socopro en Belgique et la Fondation Aviforum en Suisse. Donc, on tenait à les remercier à nouveau pour ce travail-là et ce partenariat. Et je tiens surtout du coup beaucoup à vous remercier, Madame Kepler, pour cette présentation très, très intéressante et pour votre temps et votre disponibilité pour nous faire partager ce retour d'expérience vraiment enrichissant, je pense. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais aussi remercier très chaleureusement nos 2 interprètes, Madame Schmidt et Madame Borg, et, et ma collègue Fiona. Et je vais laisser la parole à David peut-être pour conclure, si tu veux dire un petit mot, David, avant qu'on éteigne. Oui, merci à vous tous pour ces apports de qualité. Donc, je vais juste conclure par rapport à ce que j'ai dit en introduction. On voulait que l'arrêt de l'épointage, ça soit du bien-être animal. Et ce que je suis très satisfait justement de la manière dont les choses sont expliquées là, c'est que c'est exactement ça. En fait, c'est améliorer le bien-être de la poule. On finit même pas parler du tout pendant ces 2 heures-là de l'épointage, mais on parle quasiment uniquement du bien-être des animaux. Alors que nos poules soient épointées ou non, en fin de compte, toutes ces mesures-là ont un bénéfice pour nous éleveurs et pour les poules. Voilà. Merci à tous.